Donc, je vous remercie d'être présent à ce 16e séminaire de l'Observatoire des territoires d'industrie qui est aujourd'hui dédié à un territoire de Bretagne, région que nous n'avions pas encore eu l'occasion d'accueillir en séminaire. Et donc, ce webinaire est dédié au territoire de Lamballe Terre et Mer. Donc, merci beaucoup à l'ensemble des intervenants d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Marie Boulier, secrétaire générale de Cooperl Arc Atlantique, qui est une coopérative agroalimentaire spécialisée dans la production et la valorisation des viandes. Philippe Hercouët, vice-président à l'économie, à l'innovation et à la recherche à la communauté d'agglomération de Lamballe Terre et Mer et maire de Lamballe Armor. Jackie Lecam, directeur de CIP Automation, spécialisé dans l'automatisation des process dans l'industrie agroalimentaire. Monsieur Cédric Le Tacon, directeur du développement économique et de l'attractivité à la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer. Émilie Morin, chargée de mission territoire d'industrie et attractivité à la communauté d'agglomération de Lamballe Terre et Mer. Et Olivier Nicolas, animateur du Lab Innovation, un incubateur d'entreprises qu'il aura l'occasion de nous présenter plus précisément durant ce webinaire. Sans plus attendre, je vais donner la parole tout d'abord à Émilie Morin, donc chargée de mission territoire d'industrie à la communauté d'agglomération de Lamballe Terre et Mer, pour nous présenter ce territoire de Lamballe Terre et Mer et puis également pour parcourir les actions qui ont été engagées dans le cadre du programme Territoire d'industrie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous, on est le territoire d'industrie de Lamballe Terre et Mer. Pour situer un peu, il se situe entre les deux métropoles rennaises et brestoises, à 2h08 exactement de Paris en ligne LGV. Donc, il y a 38 communes sur notre territoire d'industrie qui constituent une seule EPCI, dont la ville de Lamballe-Armor, qui est la 3e ville des Côtes d'Armor. C'est un territoire peuplé de 69 000 habitants qui se situe en zone périurbaine, littorale avec 42 km de côte et rurale également. Au niveau de ces secteurs d'activité, 4 filières industrielles sont majeures. L'agroalimentaire, du coup, qui concentre 4 sur 5 des emplois. La filière mécanique carrosserie industrielle, la filière bois et la filière pêche et transformation des produits de la mer, avec le port d'Erquy, qui est le 4e port de pêche français, avec ses 10 000 tonnes par an. Au total, c'est 20% des actifs qui travaillent dans la filière industrielle. Au niveau national, c'est une moyenne de 12%. Alors, au niveau de la slide suivante, on peut remarquer l'esprit territoire d'industrie sur Lamballe Terre et Mer. Donc, on a été reconnu territoire d'industrie en septembre 2019. En janvier, nous avons commencé les travaux et le diagnostic. Et ensuite, en juin l'année dernière, on a lancé un sondage auprès de 150 industries. De là, on a pu repérer des actions prioritaires et constituer un groupe de travail qui s'est réuni 2 fois l'année dernière. Et aussi, nous avons identifié un binôme élu, donc M. Hercouët, et 2 référents industriels, Mme Anne-Marie Boulier et M. Lecam, que vous entendrez tout à l'heure. Donc, ce que peut apporter territoire d'industrie, c'est tout d'abord une synergie entre les différents acteurs du développement économique, notamment avec les industries, et suivre aussi avec les acteurs publics que sont l'État, la région, notre collectivité et les différents opérateurs nationaux. La Banque des territoires qui s'excuse de ne pas être parmi nous aujourd'hui, mais qui nous a beaucoup soutenus. Action Logement avec lequel on va travailler et Pôle emploi qui est avec nous aujourd'hui et bien d'autres encore. Territoire d'industrie, ça permet aussi de renforcer notre image, donc de bâtir une stratégie de marketing territorial, de renforcer les actions au niveau de l'attractivité des métiers, de faire connaître à notre territoire et en exogène nos industries et bien sûr d'avoir des fonds qui sont accessibles plus rapidement. Donc souvent en ingénierie, mais il peut y avoir aussi des aides à l'investissement, notamment dans le cadre du plan France Relance. Donc au niveau de la slide suivante, je vais vous présenter le plan d'action prioritaire qui a été signé le 1er décembre 2020.
Donc, on s'est centré sur 4 axes et 4 actions phares. La première, sur l'axe attractivité, on voulait en fait valoriser ce qui est déjà fait sur le territoire au niveau de l'attractivité des métiers, mais de le renforcer en local. Je ne vais pas en parler plus, mais l'idée, c'est de pouvoir mobiliser la structure information jeunesse, le pôle emploi de Lamballe, l'UIMM sur des actions locales et reconnues. Et sinon, sur la deuxième action, sur l'aspect recrutement, on a lancé une gestion prévisionnelle des emplois et compétences du coup en février de cette année. Elle est financée à 100% par la Banque des Territoires et elle se terminera en juillet. Et de là, on espère pouvoir créer de nouvelles formations ou d'autres actions dans ce domaine. Autrement, on a un troisième axe, c'est l'axe innovation. Donc là, on retrouve le laboratoire d'innovation territoriale que va nous présenter Olivier Nicolas. Donc ce lieu, c'est surtout un lieu d'innovation, d'entrepreneuriat et de mise en réseau local. Donc cette action, on l'a démarrée grâce à une étude qui a été cofinancée par la Banque des Territoires et on a également candidaté à l'AMI Fabrique de Territoire. Donc on attend la réponse en juin. Sur la quatrième action, pour le moment, rien n'est engagé, c'est en cours de réflexion. En fait, annexé à ce lieu, on souhaite créer une plateforme collaborative en ligne sur l'économie pour faire connaître et valoriser l'emploi sur le territoire, les industries et peut-être faire une plateforme d'échange pour que puissent redescendre des informations de notre part, mais aussi que les entreprises puissent parler entre elles. Sur cette action, on aurait peut-être l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui nous suivrait pour établir un cahier des charges. Donc voilà pour les 4 actions qui ont été signées l'année dernière. On en a d'autres qui sont à venir. C'est la slide suivante. Donc là, on a plusieurs actions en cours, notamment avec le contrat de relance et de transition écologique, où on sait que l'écologie industrielle et territoriale devra être un axe majeur et en lien avec territoire d'industrie. On a aussi un axe sur le logement. On va travailler à Action Logement, mais on vous en parlera tout à l'heure. Sur la mobilité, c'est aussi un axe à prendre en compte. On travaille sur du covoiturage inter-entreprise, mais il faut aussi aller au-delà. Au niveau des marchés publics, on a aussi à travailler sur des critères environnementaux. Là, je sais que ça bouge pas mal au niveau de l'actualité, donc on reste en veille. Sinon, on a 2 lieux aussi qui pourraient peut-être voir le jour, ou au moins 2 réseaux. Un réseau sur les objets connectés, parce qu'on a plusieurs pépites sur le territoire, dont Samea Innovation, qui est très porteur et qui pourrait mutualiser les compétences ou au moins travailler ensemble sur cette thématique. On a aussi un projet que porte Clarifarm, qui a été lauréat du plan de relance, sur avoir un laboratoire de tests mutualisé, puisqu'elle s'en va faire des tests ailleurs et elle trouverait bien de pouvoir mutualiser les compétences et avoir un laboratoire de tests dans la medtech ou la biotech. Et sinon, du coup, les dernières actions, c'est de valoriser le volontariat territorial en entreprise, qui a des aides aussi actuellement, mais aussi, suite à la GPECT, de pouvoir voir de nouvelles formations arriver sur notre territoire ou de la mutualisation de formations et bien d'autres. Je ne sais pas si vous avez... C'est parfait. Merci. Merci beaucoup pour la présentation de votre projet de territoire extrêmement riche. Je me tourne à présent vers M. Philippe Hercouet, vice-président à l'économie, à l'innovation et à la recherche à la communauté d'agglomération Lamballe-Terre et Mer et maire de Lamballe-Armor. Dans le cadre de la mise en place du programme Territoire d'industrie, vous avez été l'un des seuls territoires à avoir proposé un questionnaire aux acteurs locaux pour recueillir leurs besoins en amont afin de mettre en place ce programme Territoire d'industrie. Pourquoi avez-vous mis en place cette initiative et comment cette initiative a-t-elle permis d'élaborer et de structurer le plan d'action? Bien, bonjour à toutes et à tous. Cette démarche, d'abord, il faut la resituer dans son contexte.
Émilie a donné quelques lignes sur ce qu'est notre territoire, donc l'Embal-Terre-et-Mer. Et l'Embal-Terre-et-Mer, historiquement, nous sommes un territoire, je dirais, si on remonte très loin, plutôt pauvre et qui a dû se débrouiller, où les gens, les habitants ont dû batailler pour créer leurs entreprises, pour créer leurs activités. Et on a donc du coup un territoire qui s'est développé sur place, avec des entreprises dont les responsables, les capitaux sont locaux, à plus de 90%, les sièges sociaux, les pouvoirs de décision sont là, des pouvoirs qui sont aussi beaucoup pour plusieurs coopératives, puis aussi des entreprises privées, mais très ancrées sur le local, et avec aussi un fort développement industriel. Et c'est parce que nous avions tout ça que nous avons souhaité, lorsqu'il y a eu le label territoire d'industrie, pouvoir être reconnus. Et paradoxalement, nous n'avions pas été au début reconnus territoire d'industrie. Et en fait, nous considérions, nous, que nous avions un terreau industriel intéressant, dynamique déjà, mais nous savons aussi que dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, eh bien, il faut toujours être dans une démarche active, continuer de progresser, et les entreprises elles-mêmes étaient déjà dans cette logique-là. C'est pourquoi nous avons souhaité être reconnus territoire d'industrie afin de poursuivre dans le domaine de l'innovation, de la recherche, et puis pouvoir être accompagné dans tout ce qu'il y avait à faire. Quand on a été reconnu territoire d'industrie, bien sûr, il est évident que pour nous, être reconnu, c'était pas seulement pour avoir le label, mais pouvoir conduire des actions. Et conduire des actions, c'est pas nous seuls, en tant que collectivité, qui pouvions les décider. Conduire des actions, il faut aussi que ça soit utile, et pour ça, que ça réponde aux besoins. Et répondre aux besoins, c'est simple. La meilleure solution, c'est de demander aux professionnels sur le terrain ce sur quoi ils préféreraient travailler, ce sur quoi on peut conduire des actions ensemble. C'est peut-être tout bête ce que je dis, mais je crois que de temps en temps, il faut vraiment reposer des fondamentaux comme ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'est dit, la meilleure façon, c'est d'aller demander. Et pour demander, le plus simple, c'est d'avoir un questionnaire. Alors, un questionnaire, on peut le faire tout seul dans son bureau, et puis on peut se dire aussi, on va voir un peu comment on le fait. Donc, d'abord, première chose, avant de faire un questionnaire, on n'est pas parti de rien du tout, parce qu'on avait déjà du travail, des relations avec les entreprises sur le terrain. On sentait déjà, on avait déjà des actions dans le domaine du recrutement, dans le domaine des évolutions, dans les relations, dans l'activité. Donc, on s'est appuyé quand même sur ce qu'on pressentait déjà comme étant des besoins. Et on est, à partir aussi du diagnostic qu'on avait de notre territoire, on avait perçu, nous, des forces ou des faiblesses. On a remis tout ça en forme, sous forme d'un questionnaire assez simple, je dois le dire, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit rebutant, et un questionnaire qui reprenne à la fois les grandes lignes d'analyse de notre territoire, ses forces, ses faiblesses, et puis qui reprenne aussi, je dirais, les pistes sur lesquelles on imaginait qu'il faille évoluer, sur lesquelles il faille travailler avec le monde professionnel, avec les structures collectives. La première des choses, c'est qu'une fois qu'on a fait ce questionnaire, on l'a fait tester par quelques entreprises avant de le lancer. Et comme il est revenu, je dirais, plutôt favorable, et à ce moment-là, on l'a lancé auprès de 150 entreprises. Et sur ces 150 entreprises, on a eu 26 réponses. C'est un pourcentage déjà pas mal parce qu'on sait très bien que les entreprises, elles ont plein de sollicitations tout le temps. Donc, à un moment, avoir un taux de réponse comme ça, c'était bien. Et surtout, les 26 qui nous ont répondu représenteraient à peu près 5 000 emplois, c'est-à-dire pas loin de 50% des emplois salariés du territoire. Donc, c'est quand même une belle représentativité. Et l'autre chose qui est importante aussi, c'est que sur ce retour de questionnaire, on avait donc ce nombre de réponses, mais on avait aussi les questions ouvertes. Donc, ça, c'était intéressant. Donc, c'est plus dur à analyser. Mais on en avait une notamment, est-ce que vous souhaitez vous engager un peu plus ou participer? Et sur les 26, il y en avait quand même 11 qui nous ont dit, moi, je suis candidat pour participer, aller plus loin, un groupe de travail et tout. À partir de là, on a fait donc l'analyse de ces réponses. Et même si, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait déjà en gros identifié des axes et des actions possibles et tout, mais c'est revenu quand même. D'abord, la première chose, c'est qu'on n'était pas complètement à côté de la plaque, ce qui était quand même bien, heureusement. Mais surtout, on a pu les remettre en forme et puis revenir ce groupe de travail avec les personnes qui étaient volontaires. Et ce groupe de travail a validé des priorités d'actions. Donc, dans les 4 axes qu'on a vus tout à l'heure, et les actions qu'on est de retenir. On a des choses qu'on a parfois écartées et d'autres qu'on a gardées. Donc, c'était quand même intéressant parce que là, on a eu un vrai travail avec ces professionnels qui ont participé. Et c'est ce qui nous a permis
paradoxalement, d'aller très vite. On a été les derniers reconnus territoires d'industrie et du coup, avec ce questionnaire qui a été élaboré au printemps 2020, on a pu, dès l'automne 2020, avoir validé les grandes lignes de notre plan d'action et de faire signer le contrat à l'automne. Donc, ce qui a été intéressant, en résumé, c'est coller aux besoins du territoire et, à travers ça, eh bien, avoir un plan d'action qui réponde vraiment à ce qui était attendu par les professionnels et qui laisse aussi quelques portes ouvertes pour après. Voilà, et donc c'était cette démarche et qui a été extrêmement intéressante. Et si je devais compléter par 2-3 points, la première des choses, c'est que si on a procédé comme ça, vous l'avez bien compris, c'est parce qu'on a un territoire qui est, bon, pas tout petit, mais qui n'est pas non plus immense, et où il y a quand même une bonne connaissance aussi des entreprises, du maillage. Donc ça, c'est un point quand même essentiel. Une confiance, on se connaît assez bien. Donc ça, c'est aussi un point sur lequel on pouvait s'appuyer. La deuxième chose, on est resté sur du concret. Parce que le plus gros piège qu'on aurait pu avoir, ça aurait été de lancer des choses un peu conceptuelles et tout. Non, on voit bien, et les entreprises elles nous demandent, il faut des actions concrètes qui répondent réellement aux besoins. Puis la troisième chose sur laquelle je veux insister, c'est, outre la connaissance qu'on a par la direction de l'économie et tout, c'est aussi, je pense que c'est un point essentiel là-dedans, il n'y a pas de mystère, elle est à côté de moi, elle est intervenue tout à l'heure, c'est aussi qu'on ait un animateur ou une animatrice qui soit là et qui fasse le lien. Et ce n'est pas donc, en résumé, un questionnaire pour un questionnaire, ça rentrait dans la logique de l'ensemble et ça nous a permis justement d'avancer et puis maintenant de continuer concrètement sur ces actions que nous avons et sur lesquelles on va continuer à échanger. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je me tourne à présent vers Monsieur Lecam, donc directeur de CIP Automation et également référent industriel du programme Territoire d'industrie. Donc pour vous, est-ce que ce programme et la participation à ce programme, est-ce qu'il a été un activateur de rencontres et de cohésion pour les acteurs locaux? Et bonjour à tous. Alors effectivement, c'était un des objectifs aussi pour moi de participer aux premiers ateliers de travail, de rencontrer d'autres entreprises du territoire. On s'est rendu compte aussi, on a travaillé ensemble, on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on avait du plaisir à se voir, à construire des choses ensemble. Et partant de là, quand on m'a proposé d'être, comment dire aussi, co-signataire du contrat de territoire de l'industrie, je me suis dit qu'il fallait absolument que l'on puisse faire partager tout ce qu'on avait vécu avec le petit groupe de travail, avec plus d'entreprises du territoire. On connaît beaucoup de noms d'entreprises, on ne connaît pas les gens qui sont à l'intérieur. Et il faut absolument qu'on ait l'occasion de croiser tout le monde pour être plus fort ensemble. C'est la façon dont moi j'ai vu l'intérêt pour l'entreprise de faire remonter aussi nos soucis d'entreprise aux élus, puisque c'est l'occasion de les croiser fréquemment et puis de concentrer un peu les demandes de chacun, autant en problème de recrutement, en problème de foncier, voilà. C'est tout l'intérêt pour nous de croiser les autres entreprises, de partager nos expériences, nos soucis, nos besoins et de les faire remonter aux élus. Merci beaucoup. Donc, on a vu que le programme Territoire d'industrie, dans le cadre de l'Enval-Terre-et-Mer, ça avait été l'occasion de recueillir les différents besoins des entreprises et des acteurs locaux sur le territoire, un moyen de dialoguer avec les autres entreprises. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est situé à proximité géographique d'un acteur que l'on est en mesure de le connaître et de le connaître bien. Monsieur Le Tacon, vous êtes directeur du développement économique et de l'attractivité à la communauté d'agglomération Lamballe-Terre-et-Mer. Dans quelle optique le territoire s'est-il saisi du programme Territoire d'industrie? Est-ce que c'est plutôt dans une logique de revitalisation du tissu industriel ou plutôt une logique de pérennité et de long terme? Et plus généralement, quelle est l'histoire locale, je pense notamment à l'existence très ancienne des coopératives, qui a mené au projet de territoire Bien Vivre Ensemble? Bonjour à toutes et à tous. Donc
la volonté du territoire, en tout cas des élus, de partir sur le label territoire d'industrie, en tout cas de s'en saisir. Ce n'est fondamentalement pas, comme l'a indiqué M. Hercouet tout à l'heure, un esprit de revitalisation, c'est plus un esprit d'accompagnement de nos industries locales. Nombre important, dimension de valeur ajoutée et d'emploi massif, c'est de vouloir les accompagner dans leur changement. Nous sommes là pour créer les conditions du développement économique. On n'est pas là pour faire l'économie au niveau de l'administration territoriale. Donc, on essaie de les accompagner au mieux dans leur transition. Elles ont toutes une transition numérique, on en parlera tout à l'heure, une transition sociale, une transition environnementale et énergétique. Donc, on essaie de les accompagner dans ce sens sur les thématiques qui portent également leur quotidien. Émilie a parlé tout à l'heure de la mobilité, des transports. La volonté donc, du territoire est vraiment de faire durer ce dynamisme économique local qui a été construit au fur et à mesure des années. M. Hercouet rappelait tout à l'heure l'origine pauvre de ce territoire qui s'est organisé autour de l'agriculture, autour de ces organisations agricoles, en passant des entreprises agricoles, entreprises de travaux agricoles pour pouvoir commencer à mutualiser, entreprises de coopération pour pouvoir commencer à vendre et continuer à grandir dans cet esprit de SS, de culture locale au bon sens du terme sur l'industrie. On a ce bien vivre ensemble local par rapport à une dimension de territoire à taille humaine. Petit territoire, 70 000 habitants, 38 communes, des grands pôles industriels qui ont été cités tout à l'heure par Émilie sur certaines filières. Donc voilà, la volonté d'accompagner les entreprises dans leur quotidien, dans les thématiques actuelles, et également d'avoir une politique locale d'attractivité. On parle souvent de vivons heureux, vivons cachés, mais au bout d'un moment, il faut savoir aussi pouvoir montrer ce qu'on sait faire. Donc, c'est un élément d'attractivité, c'est un élément d'image pour le territoire. Merci beaucoup. Émilie Morin, vous nous avez parlé d'une fiche action qui était dédiée aux compétences et notamment à la gestion prévisionnelle des emplois et compétences sur le territoire. Pouvez-vous nous dire quels sont les métiers en tension sur le territoire Lamballe-Terre-et-Mer et quelles sont les initiatives locales en faveur des métiers de l'industrie? Alors oui, donc on a démarré la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Donc malheureusement, on ne pourra pas vous donner les résultats de l'enquête, mais on a déjà des pressentis et au moins des chiffres qui sont là. Sur l'outil DataVis, on a vu qu'en 2020, il y avait 876 recrutements qui avaient été difficiles sur un total de 1540, donc soit 57%. Donc on voit bien qu'il y a une problématique au niveau du recrutement. Au niveau des métiers en tension, on peut parler des électriciens, des soudeurs, de la maintenance, des ouvriers de l'agroalimentaire. Corrigez-moi, Madame Boulier, si je me trompe. Et au niveau des mécaniciens aussi automobiles et autres. Après, du coup, je peux peut-être laisser la parole à d'autres responsables d'entreprise si Jackie ou Anne-Marie veulent compléter. Non, c'est parfait, j'ai rien à rajouter, l'analyse est tout à fait juste. Je reprendrai la parole tout à l'heure sur la formation, mais l'analyse est tout à fait fidèle à ce qu'on vit sur le territoire. Oui, nous sommes vraiment en souffrance dans les recrutements à tous les niveaux, hein, effectivement dans la soudure, dans l'électrotechnique, dans l'automatisme, même que ce soit des postes de terrain, bureau d'études, techniciens, ingénieurs, et même pour l'administratif. Aujourd'hui, c'est très compliqué. J'ai appris hier que la barre des 6% de chômage était descendue, enfin on est descendu en dessous des 6% de chômeurs sur le territoire de Lamballe, ce qui rend vraiment difficile pour nous les recrutements.
Oui, et on est derrière Vitré Communauté, donc voilà, on est les deux territoires industriels au niveau de la Bretagne où le taux de chômage est le plus bas. Et du coup, pour parler des initiatives en faveur des métiers, de l'attractivité des métiers, on organise tous les ans un forum entreprises, territoires et métiers. L'année dernière, on n'a pas pu le faire en présentiel, mais il a été réalisé en distanciel. Donc, on a essayé de s'adapter également avec la crise. Également, au niveau du service emploi de la collectivité, on a un partenariat avec la Cité des métiers et il y a un bus qui va circuler sur le territoire et on va aussi essayer de valoriser les métiers qui soient en tension, mais pas que. On organise aussi des visites dans les entreprises et on essaye de renforcer les visites au niveau des industries. Par exemple, on va organiser une visite en juin au niveau de l'entreprise Labé, que ce soit pour les demandeurs d'emploi que pour les jeunes. Et également, demain, il y a le job dating au niveau de l'UEMM sur l'industrie, donc qui est organisé au niveau départemental. Donc, on a l'entreprise Santigone qui participe. Il y a Marie Morin aussi également. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est porté au niveau du département. C'est très bien. Et on a aussi tous les ans des semaines de l'industrie. En Bretagne, on fait différemment puisque au niveau national, c'est une semaine au niveau du mois de mars et nous, on organise carrément le mois de mars. On ne veut pas se vanter, mais bon, voilà. Et donc, du coup, cette année, ces semaines, elles se sont faites en distanciel. Mais c'est l'occasion de mettre en avant aussi sur le mois des industries, des animations pour faire connaître les métiers. Merci beaucoup pour la présentation de ces différentes initiatives. Je me tourne effectivement à présent vers Madame Anne-Marie Boulier, donc secrétaire générale de Coperle Arc Atlantique. Coperle a mis en place une école de formation. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire également quels sont les objectifs qui sont recherchés par cette école de formation? Alors avec grand plaisir parce que c'est un superbe projet, mais je voudrais prendre un tout petit peu de champ avant de vous répondre directement en rappelant que Coperle est un organisme de formation, qu'on a toujours été très sensible aux enjeux de formation sur le territoire puisqu'on a participé aux côtés de l'Embal Terre et Mer et des autres acteurs économiques au forum Territoire et Métiers. L'idée de ce territoire, c'était de proposer aux jeunes du territoire un forum qui leur permet de se projeter dans leur formation et dans leur carrière professionnelle. L'idée que je poursuivais à titre plus personnel, c'était de leur mettre des paillettes. Je fais référence à une vidéo sur les réseaux sociaux qui a pas mal fait parler d'elle, mais c'était vraiment ça. C'était de dire aux jeunes sur un territoire de Lamballe, c'est pas parce que vous êtes né à Lamballe ou sur le territoire que vous faites des études dans le territoire et pas à Paris ou à l'étranger que vous n'avez pas de formidables perspectives et que vous n'aurez pas une formidable carrière professionnelle parce que les entreprises du territoire peuvent le permettre, les organismes de formation du territoire peuvent vous accompagner. Et j'en veux pour preuve une expérience de vie que j'ai pu partager, qu'on m'a fait partager l'année dernière, avec des collègues qui sont des conducteurs de ligne dans notre abattoir. Donc, a priori, quand on est conducteur de ligne, on est sur un horizon assez fermé. Mais comme la coopérative a des sites industriels en Chine, ces personnes-là ont accepté de partir en Chine pour former des collègues chinois. Et ils m'ont fait voyager puisqu'ils m'envoyaient régulièrement un reportage des sites qu'ils pouvaient visiter en Chine. Donc, j'ai des photos d'eux sur la Grande Muraille, dans la Cité interdite. Et voilà. Et je trouve formidable qu'on puisse offrir ça aux jeunes et aux salariés du territoire. Alors, je reviens à votre question, je ne l'ai pas oublié. Donc, cette école de formation, elle a un nom de baptême, elle s'appelle le CFMA, pour Centre de formation au métier de l'agroalimentaire. Elle est toute jeune, puisque c'est une école qui a été créée en 2020, qui bénéficie déjà d'un référencement qualité nationale, donc Datadoc pour les initiés, qu'on a obtenu le mois dernier, en avril 2021.
et elle bénéficiera de locaux dédiés qui sortiront de terre donc en 2023 en plein cœur de Lamballe. On va essayer de faire un projet immobilier vraiment sympa, vraiment attractif. Elle a également un site internet pour les plus curieux. Vous tapez CFMA School et vous découvrirez le site internet. Voilà pour les caractéristiques de l'école. Alors, on a des thèmes de formation pour rebondir sur ce qu'a dit Émilie en toute cohérence, hein, un BTS maintenance des systèmes de production que nous avons construit en partenariat avec le lycée Henri Avril à Lamballe, le Greta, et puis l'IFRIA. La première promotion est en cours, donc elle est rentrée en 2020. On est en cours de recrutement de la seconde promotion avec des portes ouvertes qui se tiendront le 22 mai. Et puis un certain nombre de formations autour des métiers de l'élevage, de la manutention, des formations incendie, de l'hygiène et sécurité en agroalimentaire. Nous avons également des projets à court terme qui participent à construire en fait les valeurs de cette école. Vous m'avez demandé quels étaient les objectifs recherchés. Les objectifs sont des objectifs de partage, de co-construction et d'inclusivité. J'insiste sur ce dernier mot, puisque dans nos projets à court terme, nous recherchons des certificats type CLEA, qui sont un socle de connaissances de base, c'est-à-dire les savoirs fondamentaux, maths, français, travail en équipe, formation numérique. Et puis également une certification FLE, formation langues étrangères, puisque Jackie le disait tout à l'heure, c'est une bonne nouvelle, hein, on est en dessous des 6% de taux de chômage, ce qui nous oblige parfois à aller chercher, enfin pas aller chercher, c'est pas tout à fait ça, mais on a des travailleurs étrangers en fait, hein, qui viennent, qui ont parfois pour certains été un petit peu cabossés par la vie, et la coopérative en tant qu'entreprise agroalimentaire est en capacité de fournir des postes de travail à condition évidemment de bien maîtriser le français. Donc on accompagne en fait également ces salariés sur leur intégration dans la société. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le CFMA. Merci beaucoup. Je rebondis sur une information qui nous est donnée par M. Éric Mounier dans le chat. Donc, le taux de chômage est de 5% au 4e trimestre 2020 sur le territoire. Voilà, pour compléter les propos de nos intervenants. Monsieur Lecam, donc peut-être pouvons-nous continuer sur cette thématique de la formation et des compétences. Selon vous, donc, comment développer la formation pour les métiers qui sont aujourd'hui en tension, et puis quelles offres votre entreprise offre-t-elle pour attirer et fidéliser les salariés une fois qu'ils ont intégré l'entreprise et une fois qu'ils sont formés. Et peut-être vous pouvez, comme Madame Boulier, rapidement présenter en quelques mots l'activité de votre entreprise avant de répondre aux questions sur la formation. Je dirige donc 2 sociétés sur le site de Lamballe, hein, société CIP qui est spécialisée dans l'ingénierie et la réalisation d'installations automatisées pour l'agroalimentaire. Donc, d'un côté, une activité sur les transferts, les mélanges, les transports de liquide et de poudre. Donc là, c'est de la grande recette de cuisine automatisée avec des cuves, des pompes, des tuyaux et des nettoyages à la fin de la production. Et d'un autre côté, une autre grande activité qui est concentrée sur la conception de machines spéciales. Là, c'est plus du mouvement mécanique, c'est des robots de palettisation, des robots de manutention. Et donc, ces 2 métiers se retrouvent avec en plus la société FTCI qui a rejoint sur le même site puisqu'on vient de déménager il y a à peine un mois. La société FTCI qui, elle, est dans la chaudronnerie, dans la soudure, chaudronnerie industrielle et les installations de tuyauterie pour faire les transferts. Donc, on réunit tous les métiers pour passer de la partie ingénierie à la partie réalisation. Donc, on recrute par ce biais-là sur tous les métiers. On est 65 salariés sur le site. Et donc, dans la partie formation, ça va être un peu dans le style de ce que veut faire Cooperl, puisqu'on n'a pas réussi à trouver les solutions dans le recrutement. CIP et FTCI appartiennent à un groupe qui s'appelle Altenov, qui est un groupe breton qui est basé à Béton, à côté de Rennes.
On est un peu moins de 600 personnes, c'est un peu plus modeste donc, que les projets de Cooperl, mais on vient de décider au niveau du groupe de créer une école de formation également, donc avec un recrutement qui arrive au 15 juin. Et effectivement, le besoin de mutualiser les ressources pour faire cette formation nous paraissait une évidence. Et par le biais des rencontres avec les territoires de l'industrie, donc j'ai pu connaître Anne-Marie Boulier que je n'avais jamais rencontrée avant. Et on a échangé sur ce thème d'école de formation. On a pu mettre chacun de notre côté les gens en relation qui s'en occupent dans nos entreprises. Et il y a, je crois, dès aujourd'hui d'ailleurs, une rencontre pour voir comment on peut faire des choses ensemble, mettre des modules en commun ou essayer d'attirer ensemble plus de monde pour leur montrer qu'il y a des beaux débouchés dans la région sur ces métiers. Pour ce qui est de l'attractivité au niveau de l'entreprise, on essaye à tous les étages. On vient de faire des nouveaux bâtiments là, sur 3500 mètres carrés avec un grand réfectoire, une grande terrasse extérieure, une salle de sport. On essaye de donner, au-delà du métier lui-même, un cadre de vie qu'on espère attractif et plus tourné vers le bien-être au travail et l'intérêt personnel des gens au-delà du métier. Merci. Je vais prendre deux questions qui ont été posées par les participants à ce webinaire et qui s'adressent à Madame Boulier. Vous avez parlé de personnes expatriées. Quelle est votre politique d'accompagnement sur le logement pour ces personnes? Et la deuxième question qui vous est adressée, c'est quelle dynamique d'expansion de vos filières en France et à l'étranger? Alors, ce sont deux questions assez différentes. Oui. Sur le logement, je vais avoir une réponse un petit peu différente. Aujourd'hui, on parle de territoire d'industrie Lamballe, terre et mer. Je crois qu'on reviendra peut-être sur ce sujet-là au cours du webinaire. On est sur un territoire qui a le défaut de sa qualité, c'est-à-dire un dynamisme formidable, un taux d'activité exceptionnel. Vous l'avez rappelé avec le taux de chômage. La contrepartie, c'est qu'on a des difficultés effectivement pour se loger. Et pas que les gens qui viennent de l'extérieur du territoire. On bénéficie, nous, de quelques logements qu'on met à disposition de nos salariés pour ceux qui arrivent de l'extérieur, pour qu'ils puissent prendre leur marque et aller vers un peu plus d'autonomie. Donc ça, c'est vrai sur la ville de Lamballe, c'est vrai sur un autre de nos sites, pas très loin en Ille-et-Vilaine, à Montfort. Et puis, on joue de notre réseau également avec Lamballe Terre et Mer, avec tous les acteurs du territoire. On peut se rapprocher de certains de nos éleveurs aussi, qui ont des gîtes à disposition, c'est une de leurs activités, et qui peuvent dépanner en fait pendant un petit moment. Mais globalement, voilà, on a une offre de logement qu'on essaie de faire tourner pour les salariés qui en ont le plus besoin. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question, sinon vous me repréciserez. La deuxième question, c'était la politique d'expansion, c'est ça? Oui, c'est ça. On vous demande, voilà, vous avez parlé de la Chine dans votre introduction, donc quelle est la stratégie d'expansion de Cooperl à l'international? Alors, expansion, c'est un mot que j'aime pas trop, mais je comprends l'idée. Dans la stratégie de Cooperl, le développement international fait partie de la stratégie. On a une très belle phrase qu'on utilise encore aujourd'hui, qui a été citée dans un des premiers conseils d'administration de la COP en 1966 par le président fondateur, Sébastien Coupet, qui est aujourd'hui décédé, que j'ai eu la chance de rencontrer. Qui était un monsieur formidable, originaire des Nambiens, donc du territoire de Lamballe Terre et Mer, et qui avait donné pour mission à la coopérative de faire vivre dignement du fruit de leur travail les hommes et les femmes dans leur pays. Et c'est vraiment une phrase qu'on utilise toujours aujourd'hui parce qu'il parle d'hommes et de femmes et pas que d'agriculteurs. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'à la Cooperl, il y a plus de salariés finalement que d'adhérents. Et il parle aussi du pays.
Le pays, il n'a pas cité, la Bretagne, par exemple, il a cité le pays, et c'est quelque chose qui résonne très fortement dans tous les pays où on se développe. Donc, pour revenir au cœur de la question, on fait 33% de notre chiffre d'affaires donc à l'international, et on est présent par des actifs industriels donc en Chine, effectivement, et par notre développement commercial en Europe sur le Royaume-Uni, l'Italie, la Grèce notamment. On est en train d'ouvrir là les marchés de l'Asie du Sud-Est, donc Vietnam, Thaïlande, Philippines, après être présent en Chine et également historiquement au Japon. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais voilà ce que je pouvais vous dire dans les grandes lignes sans prendre trop de temps. Il y a beaucoup de choses intéressantes sur notre site internet. J'y reviendrai tout à l'heure. Les personnes intéressées qui veulent nous suivre peuvent aller sur le site internet de Coperle, où on développe cette présentation-là de façon un petit peu plus appuyée. Merci beaucoup. Je réponds à la question. Merci beaucoup pour vos réponses. Oui, vous avez parfaitement répondu. Après l'enjeu compétences, un enjeu qui est aussi au cœur du programme territoire d'industrie, c'est celui de l'innovation. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Olivier Nicolas, qui est l'animateur du Lab Innovation, qui vient de débuter son activité sur le territoire de Lamballe-Terre-et-Mer. Donc, je vous propose tout d'abord de regarder une rapide vidéo de présentation du Lab Innovation. Et Ce laboratoire d'innovation fait sens sur notre territoire, qui a un passé avec un développement économique, industriel, agroalimentaire, le bois, l'industrie. Et ce projet va nous permettre de poursuivre l'évolution et la diversification de notre économie. Et puis bien sûr, il va nous permettre aussi de travailler à l'attractivité pour les entreprises bien sûr, et aussi pour les personnes qui viendront travailler, notamment les jeunes riches de talent qui pourront rester ou être encouragés à revenir sur notre territoire. Et puis enfin, Lamballe-Terre-et-Mer, situé entre les métropoles Rennes et Brest, a toute une carte à jouer et à faire valoir sur le territoire de la Bretagne. L'incubateur, ça me semble extrêmement important parce que je trouve que la ville de Lamballe et le territoire de Lamballe-Terre-et-Mer est en train de franchir un cap, de passer de territoire rural, balnéaire à territoire véritablement périurbain. On commence à avoir des porteurs de projets qui arrivent avec des projets particulièrement innovants, des jeunes ou des moins jeunes, et qui me semblait important qu'il y ait un lieu dédié à l'esprit d'entreprendre, dédié à la créativité, dédié à la capacité à accompagner les porteurs de projets un peu innovants dans la réalisation de leurs projets. Le projet du Lab ne se résume pas à un lieu et ne se résume pas à une communauté d'entreprise. L'essence même de ce projet doit pouvoir mettre en mouvement, mettre en synergie différents acteurs, notamment les entreprises qui sont présentes sur le territoire. On se côtoie, on a chacun des projets. Par contre, on pourrait sans doute aller plus vite et plus loin ensemble, en mutualisant nos moyens. Alors, le lieu qui a été identifié, retenu pour héberger le futur lab d'innovation, c'est la maison de direction du Haras National, une bâtisse de caractère qui se situe en cœur de ville, à 10 minutes à pied seulement de la gare SNCF. La maison, 3 niveaux, 3 cibles. La cible impulseur, le monde des entreprises, la cible incubateur, les porteurs de projets, et la cible connecteur, le monde de l'enseignement. Donc c'est la bâtisse idéale pour héberger le futur projet du lab. Les groupes d'entreprises qui a travaillé sur le projet a décidé de lancer dès 2021 et en 2022 également des ateliers, des événements autour de ateliers de co-développement, de conférences experts, de pitch projet pour continuer sur cette dynamique. Nous sommes très fiers effectivement de ce projet, de cet espace dédié à l'innovation et à l'esprit d'entreprendre, porté par le monde économique, initié par le schéma d'entreprise, pour l'ensemble du territoire de Lamballe-Terre-et-Mer, avec un territoire très vaste, très diversifié. Voilà, et nous sommes très fiers effectivement de confier la gestion et l'animation à ce beau projet aux acteurs économiques, donc au schéma d'entreprise.
Je vais donner la parole à monsieur Olivier Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots quel est l'historique de ce projet et quels sont les différents acteurs y prenant part? Bonjour à toutes et à tous, avant de commencer. Et oui, avant d'arriver à la présentation que vous avez vue en vidéo, de la présentation très rapide du projet, c'est un projet sur lequel on a commencé à réfléchir dès 2017. Il y a eu quelques réunions, quelques échanges entre des entreprises, entre la collectivité. Le constat, c'était de se dire qu'il y avait, nos entreprises évoluent, il y a un besoin qui se faisait ressentir sur on ne savait pas trop quoi à l'époque, mais autour d'un lieu, autour d'une communauté. Et donc, on a commencé à réfléchir à partir de 2017. Et à partir de 2020, et c'est là le lien avec territoire d'industrie s'est fait ressentir. En 2020, il y a eu une réunion en janvier 2020 où il y a un groupe d'entreprises qui s'est réuni et à l'issue de ça, il y a des différents ateliers de création qui ont eu lieu entre janvier 2020 et octobre 2000 de cette même année. Donc avec une préétude cofinancée par la Banque des Territoires, comme l'a dit Émilie. Et ce qu'on a constaté, c'est que les entreprises ont eu plaisir à échanger, à travailler et faisaient tous le même constat d'un besoin de se retrouver dans un lieu un peu, on va dire, disruptif, comme le dit David Lestou, souvent c'est un mot qu'il utilise bien, mais en gros, faire un peu le pas de côté, sortir de notre univers pour élargir nos horizons. Enfin, je parle des entreprises. Et donc, à l'issue de ces ateliers de création, de réflexion, on a continué le travail, mais là, on l'a fait en autonomie entre les entreprises, et c'est ça que j'ai commencé à prendre un peu la main sur l'animation du groupe. Et on a, si je reprends le rétro-planning, en mars 2021, donc c'est très récent, lancé la création, donc on a construit ça sous forme d'association pour démarrer, avec un groupe d'une dizaine d'entreprises. C'est tout récent, puisque la communication, donc le groupe qui a travaillé à la création, on était à peu près entre 7 et 10 personnes suivant les réunions. Et l'idée maintenant, c'est d'ouvrir le projet et de continuer à construire le projet en fonction des attentes des différentes entreprises du territoire et de toutes les entreprises du territoire pour répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Et donc, la communication du projet, on l'a lancée lundi, donc lundi 17 mai à 17h. Et en gros, le lab d'innovation, on l'a vu sur une des premières slides, il s'appelle le 17 propulseur d'idées. Et donc, on a voulu donner un nom un peu plus punchy, un peu plus jeune, parce qu'on a pour objectif, sans prétention, de faire le pas de côté pour préparer le territoire à l'économie de demain, aux métiers, aux emplois. Les entreprises, j'ai bien compris, ont du mal à recruter. On est sur une dynamique déjà très forte, mais il faut, malgré tout, faut essayer de se projeter encore peut-être un petit peu plus loin. Oui, merci beaucoup. Effectivement, vous êtes dans une logique plutôt de long terme. Et il a été évoqué aussi le besoin, via le Lab Innovation, de fédérer toutes les entreprises industrielles, y compris les petites, et des entreprises qui appartiennent à des filières différentes. Donc, en quoi cette coopération, cette collaboration interfilière est-elle importante, selon vous? Déjà, ça a commencé dans le groupe d'entreprises qui a participé à la création. C'est des entreprises qui sont issues de filières, de métiers très différents. On a sans en oublier, on a des entreprises coopératives dans l'agriculture, dans le transport, dans le conseil et la stratégie, dans l'aménagement de centre-ville, dans l'automatisme industriel aussi, avec l'entreprise CIP qui est à double titre adhérente du 17, une entreprise qui est, on l'a vu dans la vidéo, qui est dans l'impression d'étiquettes industrielles. Et pourquoi? Parce que Jackie en a fait allusion tout à l'heure dans un de ses propos, c'est que on a la volonté de mixer les publics, mixer les métiers, mixer les catégories socio-professionnelles, mixer les catégories d'âge aussi,
Là, on parle beaucoup d'entreprises, mais l'idée, c'est aussi d'aller au contact des étudiants pour alors leur montrer non pas ce qui se fait sur le territoire, parce qu'il y a déjà des structures qui le font sous un angle, enfin, je pense à Pôle emploi, des choses comme ça. Il y a des semaines du forum emploi métier qui est déjà organisé, mais c'est peut-être sous l'angle innovation, montrer aux jeunes du territoire quelles sont les entreprises qui innovent et quels sont les produits qui veulent les interpeller pour essayer de pousser la porte des entreprises, de leur donner envie. Et donc, l'idée, c'est de mixer pour mixer les acteurs économiques, quelle que soit leur taille, pour donner l'envie et générer des idées. Et c'est important d'avoir un lieu où on se retrouve tous, à la fois les dirigeants, les représentants qui ne sont pas forcément les dirigeants non plus, les responsables de service, les cadres, et puis les jeunes qui cherchent du travail, ou même donc des porteurs de projets qui veulent tester un peu leurs idées, qui veulent prendre des conseils, qui veulent savoir quelles sont les choses auxquelles ils n'ont pas pensé s'ils veulent se lancer à créer une entreprise. Voilà, il faut qu'on ait un lieu où tout le monde peut venir et échanger librement. Donc, c'est tout l'intérêt de ce nom, le 17, puisque c'est l'adresse. Par le nom, on donne directement l'adresse. C'est le 17, place du Champ de Foire. Ouais. Place du Champ de Foire à Lamballe. Merci beaucoup. Justement, Monsieur Lecam, vous êtes le président de ce Lab Innovation. Et quelles sont les motivations qui vous ont amené à participer à ce projet à côté, effectivement, de ce dont vous venez de nous parler, à savoir cette possibilité d'échanger avec les autres dirigeants d'entreprise. En d'autres termes, pour votre entreprise, quels sont les avantages à attendre du Lab Innovation? Déjà, d'y participer, c'est une évidence puisque j'ai accepté d'être co-signataire avec la Coperle du contrat de territoire de l'industrie. Ensuite, le lab lui-même, j'étais curieux au départ, c'est pour ça que j'ai été dans les premières réunions. Et sincèrement, il y a eu un vrai plaisir à découvrir les humains qui se placent derrière les noms d'entreprises qu'on connaissait et qu'on n'avait pas le temps, qu'on ne prenait pas le temps de rencontrer. Ça a été vraiment une découverte et une réussite de travailler ensemble. C'est un plaisir partagé, je pense que tout le monde l'a dit. Après, la présidence, on l'a mis tripartite. Hein. On a essayé aussi de représenter d'autres métiers que celui que CIP fait. Donc, on est assez ouvert là-dessus. Et puis, tout l'intérêt pour nous, justement, c'est d'échanger sur nos réussites. Quand on dit l'innovation, ce n'est pas forcément la grande stratégie d'entreprise, c'est aussi la façon dont on veut recruter, la façon dont on veut former, comme on en parlait tout de suite. C'est les problèmes qu'on rencontre, comme les virus informatiques, les attaques, c'est vraiment de plus en plus présent. C'est important pour nous, dans les entreprises, d'échanger sur les risques, sur les problèmes qu'on rencontre, sur toute cet environnement en mouvement permanent, en mutation permanente. Et même autour de la Covid, c'était très important pour nous d'échanger comment vous faites au niveau de votre entreprise. Est-ce que là, c'est vraiment du contact direct avec les gens qui prennent les décisions. Donc, l'intérêt d'être dans ce lab, c'est ressenti dès les premiers jours de la réflexion de savoir si on devait le faire ou pas. On a eu la chance d'avoir en plus dans les participants le porteur du projet qui a accepté d'être le directeur salarié de Lab Innovation, puisque c'est Olivier Nicolas qui en prend la direction à partir du mois de juin. Voilà. Et si je peux me permettre, juste pour compléter ce que dit Jackie, c'est, et en l'occurrence, on organise un atelier au mois de juin. C'est un atelier de co-développement et c'est entre deux entreprises qui se sont découvertes au travers des réunions de création et dont une a des compétences sur l'aménagement des centres-villes ou des territoires, en l'occurrence l'agence Lestou Associés, et l'entreprise Labbé Bruot dans la conception et la fabrication de fourgons industriels. Il y a une qui a des compétences, un savoir-faire sur l'évolution des usages, des aménagements des centres-villes, et l'autre qui a une problématique, savoir comment
comment aménager mes fourgons en fonction de l'évolution de l'aménagement des centres-villes de demain, et en l'occurrence, la livraison du dernier kilomètre. Et du coup, ça va susciter la création d'un atelier de réflexion qui va, j'imagine, faire émerger des idées, et après, l'innovation qui pourra en découler derrière, elle se fera dans le secret professionnel de chaque entreprise. Mais ça crée une dynamique, et la dynamique crée des idées qui génèrent des projets, qui génèrent des entreprises et des emplois. Merci beaucoup. Si je peux rebondir sur vos propos, donc l'accompagnement que fournit Lab Innovation passe notamment par l'organisation d'ateliers. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques qui sont en train d'être mises en place pour accompagner les entreprises au sein du Lab Innovation? Pour l'instant, on démarre parce qu'on vient juste de communiquer en début de semaine. Donc là, sur l'année 2021, on a 2 ateliers avant l'été. À la rentrée, on a prévu une conférence, plus sous forme de conférence avec un intervenant pour parler d'intelligence artificielle. L'idée, c'est de... alors ça peut faire pas peur, mais ça peut faire peut-être prétentieux pour démarrer un projet comme ça. Mais l'idée, c'est un peu de démystifier aussi les sujets et de voir ce que chaque entreprise peut y retirer, et de générer des questions pour essayer de creuser, de tirer la ficelle pour aller un peu plus loin après. Et sur la fin de l'année, on a prévu un challenge de l'innovation. Et là, c'est plus l'idée, c'est d'aller chercher les jeunes collégiens et lycéens pour les faire participer au projet, leur montrer, leur donner envie d'entreprendre, enfin leur commencer à leur donner envie d'entreprendre. Merci beaucoup pour ces précisions. Je me tourne vers Madame Boulier. Donc, l'industrie agroalimentaire doit aujourd'hui aussi innover dans ses process pour participer notamment à la transition écologique. Quelle est l'action de la coopérative Cooper dans la matière? Alors, ce n'est pas une action, en réalité, c'est un grand nombre d'actions dont certaines sont engagées depuis plus de 25 ans avec le support et puis les expertises d'équipes spécialisées qui sont regroupées dans une entité qui s'appelle Cooper l'Environnement. Ces actions sont traduites, je ne vais pas les reprendre toutes, je vais en citer quelques-unes, mais pour les plus curieux, vous pouvez retrouver sur notre site internet, j'ai vu qu'Émilie avait mis l'adresse en ligne, vous pouvez retrouver l'ensemble des actions dans le document qui s'appelle Déclaration de performance extra-financière. Sur la partie transition écologique, on essaie de les formaliser dans le 10e engagement qui s'appelle Optimiser nos performances énergétiques et nos consommations. Donc, je vais en lister quelques-unes. L'une des premières, c'est une démarche de certification de nos sites industriels ISO 50001. Donc, c'est une certification sur les systèmes de management énergétique. Ça nous a permis d'aller vers la maîtrise de nos dépenses énergétiques, de nos consommations spécifiques. On a reçu d'ailleurs un prix Energia en 2019 au CFIA, à l'époque où il y avait encore les salons, mais ça reviendra. On a également une action sur la réduction des émissions de gaz carbonique. On a économisé en 2019, je n'ai pas encore les chiffres 2020, 9500 tonnes. En cumulé, on a des économies d'énergie de 44 000, un peu plus de 44 000 mégawatts. On travaille également sur l'économie d'eau. C'est une vraie sensibilité aussi du territoire. On avait à la Cooper une réunion la semaine dernière avec Monsieur le maire et puis Cédric Le Tacon sur ces enjeux qui sont vraiment des enjeux partagés. Donc, on est sur des économies cumulées d'eau de 12 000 mètres cubes. Il faut savoir qu'on a également des équipements qui nous permettent justement sur cette eau de l'économie de la traiter et de la recycler. On a également des actions en termes de transition écologique sur tout ce qui est biocombustible et biocarburant, puisqu'on est producteur de biocombustible pour nos usines et de biocarburant pour nos véhicules poids lourds. Et puis, pour terminer sur la partie plus agricole, on a des actions avec nos adhérents sur la protection de la biodiversité et on a lancé un cahier des charges, un type de production
avec des cultures sans pesticides, c'est-à-dire que certains de nos animaux sont aujourd'hui nourris à partir de céréales cultivées sans pesticides. On est à 480 hectares cultivés de cette façon-là, donc il y a un petit côté laboratoire, puisqu'il faut trouver les techniques de production qui garantissent un rendement sans avoir recours aux pesticides. Voilà rapidement les actions que je pouvais lister, que vous retrouvez vraiment in extenso dans cette déclaration de performance extra-financière. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple concret de la manière dont se matérialisent, par exemple, les économies d'eau ou les économies d'énergie dans l'industrie agroalimentaire? Alors, sur les économies d'eau, c'est effectivement un travail très concret, c'est un travail de fourmi, très opérationnel. Il s'agit de travailler, si je prends le site industriel le plus important de Lamballe, l'abattoir, de travailler avec le directeur de site et avec tous les chefs d'équipe pour identifier les usages de l'eau et à quel endroit on peut économiser de l'eau. Alors, c'est assez basique, hein, mais souvent, souvent, ça démarre comme ça. C'est des réducteurs de pression. C'est s'assurer que quand l'industrie agroalimentaire, on est un grand usager d'eau, hein, évidemment, on en a besoin pour nos fabrications, mais c'est s'assurer par exemple au niveau du lavage des mains, on le fait des dizaines et des dizaines de fois par jour, que l'eau ne va pas rester coulée, qu'on n'oublie pas de fermer les robinets. Donc on met des systèmes en fait d'arrêt automatique, hein, de détection automatique. Des équipements basse pression, j'en ai parlé. Voilà, sur l'eau. Alors, si, un gros travail aussi, d'expertise de nos réseaux. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des fuites, entretien des réseaux, vérification de l'étanchéité des canalisations, voilà, vérifier qu'il n'y a pas des fuites, des pertes d'eau, etc. Donc, c'est vraiment un travail quotidien qui a été mené sur 3 ans pour arriver à ce résultat-là d'économie d'eau. Et puis, une sensibilisation aussi, forcément, de tous les salariés sur les usages de l'eau et son côté précieux et de plus en plus précieux aujourd'hui avec les effets du réchauffement climatique. Et merci beaucoup. Oui, la sensibilisation de l'ensemble finalement de l'ensemble des citoyens est indispensable aussi pour mener à bien la transition écologique. Vous avez raison de le rappeler. Voilà, puis un dernier travail peut-être, j'ai parlé de recyclage. On a des outils qui nous permettent de traiter et de recycler notre eau. Donc, on a une eau qui est d'une qualité proche de l'eau potable. Et donc, on travaille sur certains de nos ateliers, le lavage des bétaillères, les tours aéroréfrigérantes, etc. Aujourd'hui, on sait utiliser cette eau recyclée. Donc, ça participe à l'économie d'eau, évidemment. Merci beaucoup pour ces exemples concrets. On a parlé précédemment donc, de besoins en main-d'œuvre, de pénurie de main-d'œuvre. Et on a un petit peu évoqué avec Madame Boulier du problème aussi de disponibilité des logements. Je me tourne à présent vers Émilie Morin pour aborder cette question plus générale de l'attractivité du territoire. Et notamment du problème de disponibilité du foncier résidentiel. On va aussi parler bien sûr du foncier industriel. Mais quelles sont les actions qui ont été amorcées par le territoire Lamballe-Peyre-et-Mer pour faire face à ce problème? Alors oui, au niveau de l'attractivité résidentielle, on le remarque, c'était déjà depuis quelques années, mais là, ça s'est renforcé avec la crise où l'arrivée du télétravail en masse et puis l'intérêt pour la Bretagne. On a du mal à loger nous-mêmes au niveau de la collectivité nos propres recrutements. CIP aussi pourra en parler sur ces derniers recrutements. On avait aussi contacté Grand Ouest Étiquette qui avait aussi ces mêmes problématiques et notamment lorsqu'il y a aussi des salariés en saison. Nous, on a des logements saisonniers qui sont pleins
alors qu'en période creuse, normalement, à l'hiver, on pouvait encore avoir cette option pour loger de façon occasionnelle ou en attendant d'avoir un logement. La difficulté, c'est aussi les jeunes qui arrivent ou les personnes seules. Il y a peu de logements T2 sur le territoire. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues. Nous, on est en partenariat avec Action Logement. En tout cas, on est en discussion aujourd'hui pour qu'ils puissent nous financer une étude pour évaluer les besoins des salariés en termes de logement. Parce que oui, on sait qu'il faut construire des logements, mais est-ce que le salarié est prêt à bouger? Quel type de logement il a besoin? Est-ce qu'il veut qu'on l'accompagne dans un apport par une caution de la part de l'entreprise? C'est des idées, hein. En fait, c'est pouvoir sonder un peu plus le territoire et puis d'apporter des solutions, puisque c'est un axe là qui devient vraiment majeur pour cette année et les années qui viennent. Et en termes d'attractivité, on le ressent aussi au niveau des Côtes d'Armor, parce qu'on a une politique du coup tout vivre en Côtes d'Armor, et c'est une politique pour attirer les talents de la région francilienne. Et c'est vrai que cette problématique du logement et du cadre de vie, elle va de pair. Quand on trouve un emploi, on a besoin de se loger, de faire venir sa famille, d'avoir accès à des services de qualité également. Merci beaucoup. Vous avez notamment fait appel à Action Logement. Donc, je rappelle qu'Action Logement, c'est un des services qui fait partie du panier offert par le programme Territoire d'industrie au territoire labellisé Territoire d'industrie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus l'action qui a été entreprise en lien avec Action Logement? Pour le moment, en fait, je ne peux pas vous dire puisque c'est en discussion. Donc, on n'a rien d'officiel, mais en tout cas, les discussions, elles vont remonter prochainement au niveau national, mais c'est de pouvoir avoir une étude flash, en fait, sur le besoin en logement sur le territoire pour ensuite engager une discussion peut-être avec les bailleurs sociaux, la Banque des territoires, Action Logement, pour pouvoir construire sur notre territoire et en lien avec les besoins des entreprises. Mais au préalable, c'est une étude qu'on a demandée qui serait financée à 100%. Et Action Logement, on sait déjà qu'il propose des choses, notamment avec le 1%. Voilà. Et puis, les actions sur le Mobili jeune, des choses comme ça, ils font déjà des choses. Mais là, c'est le premier engagement, on va dire, côté territoire qu'ils pourraient faire avec nous. L'objectif, si je peux rajouter, l'objectif, c'est à travers cette action avec l'Action Logement, c'est d'avoir une focale vraiment économique. Le territoire est déjà doté d'un PLH, se structure, on est au niveau du deuxième PLH maintenant, se structure sur la construction, sur la mise à disposition de lotissements, de travail avec les bailleurs sociaux. Donc, il y a une politique locale pour les habitants. On a une attractivité aujourd'hui, comme l'a expliqué tout à l'heure Émilie, qui s'est renforcée. Encore plus avec l'effet Covid. On sait que nos entreprises continuent à se développer. Le dynamisme, on l'a expliqué tout à l'heure avec Territoire d'industrie et le volume des recrutements souhaités par le tissu local. Donc là, il faut vraiment qu'on ait une focale sur l'écoute des entreprises avec cette action d'Action Logement, cette étude flash. On met les choses sur la table pour qu'on ait un plan d'action impact qui se déroule sur le programme Territoire d'industrie. C'est une des fiches qui va se concrétiser, parce que Territoire d'industrie, on dira à la base, notre premier contrat, c'était 4 fiches. C'est pas figé dans le temps, ça s'additionne et ça vient en fonction de l'actualité et des besoins du territoire et de son tissu économique. Merci beaucoup. Je reste avec vous pour savoir quelles sont plus généralement les démarches qui ont été entreprises pour offrir à Lamballe une qualité de vie qui soit équivalente à ce qui pourrait être fait sur un autre territoire, au-delà de la question des logements. Je pense notamment réaménagement de certains quartiers ou d'autres actions de ce type. Alors, il y a une organisation locale
qui travaille depuis de nombreuses années à ce qu'on ait un renouvellement urbain sur les villes, les communes du territoire. Alors, pas que Lamballe, hein, on est un territoire de 38 communes avec une façade maritime, une ville-centre Lamballe qui a annoncé d'ailleurs hier dans les éléments de son projet Lamballe 2025, où on est sur un réaménagement global du centre-ville, notamment autour de ses principales places, la place du marché, la place du Haras national, qui est en plein centre-ville, et son parc équestre. On a les villes, pour ne pas citer que Lamballe, hein, des villes rétro-littorales, après derrière aussi dynamiques, Quessoy, Jugon-les-Lacs, avec des histoires industrielles de leur côté, une façade maritime qui vit du tourisme. On espère que la saison va pouvoir s'enclencher pour ces communes, mais également de la pêche. On a cité Erquy tout à l'heure, qui est le 4e port de pêche roturière en France, avec des grands armements, l'armement Porcher, l'armement Eusan, la production de la coquille Saint-Jacques, qui est très dynamique dans la baie de Saint-Brieuc. Voilà, une qualité de vie. Émilie citait tout à l'heure un besoin aussi sur le territoire d'offrir les services, l'ensemble du panel des écoles, des services de mobilité, avec un réseau de transport le Distribus, qui se structure au fur et à mesure des années. Une accessibilité, c'est pas un combat, mais c'est une participation et une fierté aussi pour le territoire d'avoir une gare LGV avec des temps de transport qui sont extrêmement réduits. Lamballe est devenue de plus en plus attractive puisqu'on est sur une ligne LGV, une ligne avec un cadencement TER très important. Les gens peuvent aller travailler à l'est ou à l'ouest, profitant des métropoles ou d'autres communes connectées. Voilà, donc différents, on a parlé des services aux familles, les services avec les actions sociales au niveau de Lamballe-Terre-et-Mer et des communes, et une volonté de travailler ensemble, un territoire qui veut faire force du collectif pour pouvoir pérenniser ces actions. En préparant ce webinaire, on avait parlé quelle était la politique du développement économique local. C'est d'abord à 90% de l'endogène, on s'occupe de ce qui se passe sur le territoire, et quand on le fait bien, si on y arrive à bien le faire, on a le droit d'aller chercher un peu à l'extérieur. Mais d'abord, on s'occupe de son territoire et de sa qualité de vie, de son dynamisme. Et puis pour compléter, on parle aussi de la santé, parce que c'est un axe aussi important. Et donc, Tout Vivre en Côte d'Armor, ils ont un axe talent et un volet santé, justement pour promouvoir et attirer les médecins à venir sur le territoire. On a des maisons de santé qui se sont déployées, c'est renforcé, on arrive à fidéliser aussi ce secteur. Et puis autrement, on a aussi tout un volet associatif qui est très fort. Donc le sport, c'est quand même quelque chose qui est très important sur le territoire. Donc ça peut donner aussi envie de s'engager et de pouvoir peut-être avoir des loisirs à côté de son travail aussi. Ça, c'est aussi être garant de la qualité de vie, qui est un des piliers de notre projet de territoire. Exactement. Merci beaucoup. Je me tourne à présent vers Monsieur Nicolas pour savoir, de votre point de vue, comment le Lab Innovation peut-il aussi contribuer à l'attractivité de Lamballe-Terre-et-Mer? Tout d'abord, je pense que c'est important qu'il y ait un point d'ancrage territorial, un lieu, un repère fédéré par les entreprises du territoire qui impulsent la dynamique. Et ce point d'ancrage, l'idée, c'est, je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure dans les objectifs du projet, mais c'est aussi d'attirer les porteurs de projets sur le territoire. Aujourd'hui, il n'y a pas de structure, et c'était un des constats qu'on avait fait quand on avait commencé à échanger sur le projet. Il n'y a pas de structure sur le territoire qui le permette. Donc l'idée, c'est ce lieu porté par les entreprises permettra, j'en suis convaincu, de travailler et puis d'améliorer l'attractivité du territoire à terme. Une question que nous avons évoquée dans le cadre du résidentiel, celle du foncier, est une question qui apparaît quand même
de manière générale sur l'ensemble de nos séminaires, c'est la question de la disponibilité du foncier industriel. Je reviens peut-être vers Monsieur Le Tacon pour savoir est-ce qu'aujourd'hui sur le territoire Lamballe-Terre-et-Mer, on a un problème de disponibilité du foncier industriel et est-ce que c'est lié aux spécificités du territoire, je parle des spécificités sectorielles. Est-ce que, par exemple, le fait que l'industrie agroalimentaire soit très importante entraîne des problèmes particuliers de disponibilité du foncier dédié à la production? Alors, votre question, comment dire, résume bien notre situation. Le territoire s'est forgé autour de l'agriculture, avec du développement industriel après qui s'est diversifié. Lily citait nos principaux secteurs, la carrosserie industrielle, la pêche, l'industrie de transformation, le bois. Le foncier industriel est un enjeu du quotidien et un enjeu d'avenir. Aujourd'hui, Lamballe-Terre-et-Mer assure la gestion et la commercialisation de 33 espaces d'activité. Ça fait grosso modo 478 hectares de foncier économique. On a toujours travaillé sur non pas sur une offre pléthorique, mais surtout sur un petit peu du coût humain. Parce que le développement industriel, tel qu'il se déploie sur le territoire, nécessite du réseau d'assainissement. Marie Boulier parlait d'eau tout à l'heure avec les grands efforts du groupe Copperl et de sa dimension sur le volet eau. Alors, on a des besoins d'assainissement, des besoins d'électricité, des besoins de fibres, même si on a la chance sur ce territoire d'avoir un développement de la fibre comme partout en Bretagne. La Bretagne sera câblée pour 2026 à l'échelle de la région. Pour ce qui est de la ville de Lamballe, c'est déjà fait. Voilà. Un besoin en matière d'infrastructure pour créer les bonnes conditions du développement économique. Donc, l'enjeu du foncier est un enjeu qu'on doit maîtriser, programmer et s'inscrire dans un projet de prospective. Face à ce constat, on a une situation locale, c'est que le minerai territorial, je le citais, c'est l'agriculture. Donc, on ne peut pas étendre, sinon on va manger notre minerai et se mettre une balle dans le pied, donc ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est un enjeu de pouvoir trouver le juste équilibre entre notre volonté d'avoir une pérennité de l'activité endogène, tout en respectant nos engagements au travers de notre projet de territoire, au travers du futur PCAET, au travers du SCOT qui est réengagé à l'échelle de notre territoire. Donc ça, ce sont des engagements pris par Lamballe-Terre-et-Mer, mais également des engagements réglementaires qui vont s'imposer à tous sur la zéro imperméabilisation nette des sols. Donc il faudra trouver des idées, peut-être déclassées à certains endroits pour classer à d'autres. Voilà, donc c'est un enjeu important. Je ne parlerai pas du stock qui nous reste à l'heure actuelle, mais on est vraiment sur le cousu humain. On essaie à chaque fois sur les projets de travailler à la bonne surface nécessaire. Il ne s'agit pas de consommer, de vendre 1 hectare, 2 hectares, on a la capacité de pouvoir le faire, mais de vendre à l'échelle du projet, en lui permettant également d'avoir sur ce projet une prospective sur son avenir, donc trouver le juste équilibre. C'est pour ça que on parle souvent de coûts humains sur ce territoire, en respectant fondamentalement l'enjeu local que représente l'agriculture et de ses besoins inhérents primaires. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Thierry Veil qui avait une question pour nos intervenants. Bonjour. Oui, tu aurais pu poser ma question, Caroline. Visiblement, vous avez déjà une très très forte tradition locale d'engagement dans des actions collectives, de coopération, d'attachement au territoire, de capacité à se dévouer et à construire un horizon commun. Ma question, c'est quel a été le degré de changement de la labellisation territoire d'industrie?
est-ce que vous aviez déjà plein de projets lancés et que ça a permis d'attirer l'attention des collectivités régionales et nationales et de récupérer des financements que vous n'auriez pas eu aussi facilement? Est-ce que ça a carrément créé un appel d'air ou de l'ingénierie pour faire de nouveaux projets? Enfin, jusqu'où est-ce que ça vous a aidé à vous aider et jusqu'où est-ce que ça a pu avoir un intérêt plus radical pour vous, ou jusqu'où, à la limite, vous l'auriez fait, même s'il n'y avait pas eu cette aide? Merci. Du coup, très bonne question. En territoire d'industrie, on va dire que déjà, ça a permis de mettre tout le monde autour de la table. Ça veut dire que l'on avait forcément des actions qui étaient déjà pressenties. Il y avait déjà des discussions en cours, comme le disait M. Hercouet. On n'a pas réinventé l'eau chaude, mais ça a permis de rassembler, que ce soit les opérateurs nationaux, les collectivités et surtout les industriels autour de la table. Et donc, du coup, d'engager et de les mettre aussi, de porter à connaissance ce qu'on peut faire. Si eux, ça leur semble être la bonne voie, ou est-ce que c'est leur priorité, est-ce que c'est aussi des enjeux pour eux. Donc ça, c'est très important, cet aspect de synergie. Au niveau de l'attention, forcément, on fait parler de nous, puisque avoir un label territoire d'industrie, on a une page LinkedIn nationale territoire d'industrie qui relaie par exemple les projets comme le Lab Innovation. On a des articles de presse qui ont pu être faits dans le cadre de la Banque des territoires, de la DCF. Et au niveau des financements, on a quand même pu mobiliser, pour le moment surtout de l'ingénierie, mais du coup qui nous permet aussi d'engager des études qu'on n'aurait peut-être pas fait si on n'avait pas été dans le territoire d'industrie. Non, on s'est doté aussi, Philippe Hercouet le disait en introduction, on s'est doté d'une ingénierie en interne avec toi, Émilie, qui nous a rejoint. La volonté, c'était du territoire et de ses représentants, c'était de continuer à avoir un dynamisme local, surfer un petit peu sur ce qui a été fait par le passé pour mettre le territoire en avant. Donc, une volonté d'attractivité, pour répondre à votre question, et se doter de capacité à aller chercher les financements. On n'affiche pas de projet de construction de tel équipement, on est surtout sur de l'étude aujourd'hui, de la structuration. On bénéficie d'une ingénierie assez significative, par contre, par rapport au plan de relance. Oui. On a quand même... On a 6 aujourd'hui. On a du coup Clarifarm qui est lauréat de l'appel à projet territoire d'industrie. On a Marie Morin et Son Sécurité. Et on a aussi Santigone qui a eu l'appel à projet automobile. Donc, on a pu aussi valoriser notre label territoire d'industrie, ou au moins soutenir moralement ces projets. Moralement et dans l'accompagnement. Et dans l'accompagnement, parce que voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure sur le numérique et l'ensemble des appels à projets. Depuis que le plan de relance s'est déployé en lien avec cette crise, on reçoit tous et toutes des appels à projets à foison, et ça il y a on dirait un volume d'informations à digérer qui est assez conséquent, et on se met à la place des chefs d'entreprise. On a besoin, on a dit, d'expliquer, d'accompagner, d'aider, et ça, cette ingénierie locale, c'est déployé avec le poste et avec le type, parce qu'on cite 4-5 entreprises qui ont pu bénéficier de tickets d'investissement. Et il y en a d'autres, si voilà. Ceux qui t'appellent. Mais du coup, je pense peut-être Anne-Marie Boulier ou Jackie, en tant que référent industriel, peut-être que vous avez aussi votre mot à dire par rapport à cet engagement. Non, mais je dirais qu'on est, par le Lab Innovation, j'essaye de remettre de l'ordre un peu dans tout ce qui arrive en même temps dans ma tête, mais par le Lab Innovation, on a eu les moyens de se faire entendre. C'est tout l'intérêt d'avoir participé au territoire de l'industrie, quoi. C'est la première réponse la première réponse que
que Lamballe Terre et Mer a faite, c'est de nous permettre de créer ce lab innovation qui est un point de convergence de tous les besoins, de toutes les idées. Et ça, c'était important de leur montrer. On a des problèmes aujourd'hui qui vont être le logement, et c'est clair, on est sur un territoire où il fait bon vivre, et la rançon de ce succès, c'est qu'il y a peu de logements, et que nous, comme on est à 5%, on le disait tout à l'heure, de taux de chômage, on est obligé d'aller chercher des salariés ailleurs, sur d'autres territoires, ailleurs en France ou à l'étranger, comme Cooperl d'ailleurs. Et après, les héberger, c'est vraiment problématique. On a chez nous, là, rien que cette semaine, 2 nouveaux salariés qui ne savent pas trouver pour eux et leur famille. Il faut qu'on trouve des logements avec alors pour des jeunes, des fois, mais là, c'est des personnes en famille qui sont venues d'autres régions de France, et à partir de la fin de l'année scolaire, il faut faire venir femmes et enfants. Et il n'y a pas de maison. Là, j'ai 2 cadres qui sont arrivés juste avant Noël. Ils n'ont pas trouvé les maisons et les logements qu'ils souhaitaient. Quand ils font des visites, ils sont 10 par visite avec un agent immobilier. Pour notre région, c'est vraiment une nouveauté. C'est des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Donc, il y a certainement beaucoup de choses qui se sont combinées, mais grâce à aujourd'hui cette possibilité de faire entendre nos soucis, nos problèmes, on sait qu'on compte en partie sur l'aide de Lamballe Terre et Mer et puis l'aide du réseau de pouvoir partager ces soucis et d'essayer d'optimiser l'offre et la demande. Alors, je vais compléter, puisque Émilie me permet de rebondir aussi. Pour répondre à votre question, Monsieur Veil, 2 choses, Émilie l'a dit, l'atout de territoire d'industrie, c'est effectivement la synergie, parce que on se rend compte, en tout cas moi, c'est ce que j'ai perçu et vécu, même si on a toujours des difficultés à se libérer, c'est qu'il y a des gens formidables en fait sur le territoire, et qu'on a tendance à penser que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et que les compétences sont toujours meilleures quand on s'éloigne, et c'est pas vrai. Donc je pense que ça a au moins ce mérite-là. Ça a un mérite aussi de meilleure compréhension comment dire, des problématiques des uns et des autres, les problématiques des entreprises, des industries, et puis les problématiques des élus qui ne sont pas les mêmes, mais je pense que c'est en se côtoyant, en apprenant à se parler, qu'on arrive à se comprendre, et du coup qu'on arrive à réaliser des choses. Et puis dernière chose intéressante de mon point de vue, je l'avais un peu dit, si ma mémoire est bonne, quand il y avait eu, quand le territoire d'industrie avait été posé sur les fonds baptismaux, je trouve que c'est une formidable reconnaissance de ce qu'est l'industrie en France, qui, contrairement à des pays comme l'Allemagne, alors nous, c'est des pays qu'on côtoie dans nos métiers parce que ce sont nos concurrents, et quand on va chercher des machines-outils, on va les chercher où? En Allemagne, notamment. C'est redonner aussi à l'industrie ses lettres de noblesse, et elle en a besoin. On commence à entendre parler de réindustrialisation de la France, hein, à toute chose, malheur est bon. Le Covid a peut-être un petit peu mis en lumière aussi qu'on avait laissé partir des compétences industrielles et qu'on se retrouvait sur des métiers très basiques, hein, je pense aux masques, un peu en défaut. Donc, si tout ce qui est fait autour de territoires d'industrie en termes de communication, et ce webinaire en fait partie, permet de redonner ces lettres de noblesse à l'industrie et d'inciter les jeunes à s'intéresser à l'industrie, à leur montrer combien certains métiers sont formidables, parce que l'industrie, c'est quoi? C'est une tête bien faite et des mains qui savent travailler. Ce sera déjà formidable. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais généraliser une question qui nous a été posée par un participant. En fait, donc on a évoqué finalement les concurrents à l'international, on a évoqué le local, mais nous n'avons pas encore évoqué finalement le rôle, on va dire, de la région de Bretagne, et ou les liens entre le territoire Lamballe Terre et Mer et ses territoires voisins. Est-ce que vous avez débuté des collaborations avec des entreprises qui sont situées sur des territoires voisins, qui sont situées dans la même région? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête pour la suite du dispositif territoire d'industrie? Parce qu'on a quand même beaucoup senti durant ce séminaire la force du collectif. Donc, des fois, le collectif dépasse les frontières administratives.
Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vos relations avec vos voisins? Je ne sais pas qui veut prendre la parole dessus. Je vais essayer de répondre. Alors, on est un territoire, donc territoire d'industrie, avec des voisins également qui sont territoires d'industrie. Saint-Brieuc, Armor, Agglomération, Loudéac, Pontivy. Comment dire, ces frontières administratives n'existent pas dans le privé, donc on travaille ensemble. L'intelligence collective en Bretagne fait que nous avons toujours travaillé ensemble entre les territoires, dans des anciennes organisations comme dans les nouvelles. La loi NOTRe a bousculé l'organisation de la compétence économie, maintenant, qui est partagée entre le groupe EPCI région. Les liens sont extrêmement forts, comment dire, et bien enclin et organisé avec la région Bretagne. On a sur le territoire quelqu'un qui vient tous les semaines ou tous les 15 jours dans nos locaux ou en distanciel pour discuter de portefeuille entreprise. On est en contact avec la direction économique de la région Bretagne très facilement. Il y a un réseau en Bretagne, le réseau des développeurs économiques. Donc, on arrive à partager entre nous, partager sur des thématiques qui sont quotidiennes, mais partager également sur territoire d'industrie. On avait réussi à signer le premier contrat en Bretagne, donc forcément on est venu nous chercher pour savoir comment faire, quelle avait été notre organisation, notre technique de questionnaire rappelé au début par M. Hercouet. Donc voilà, une synergie entre les territoires, une synergie qui vise au développement du Grand Ouest. On a une péninsule, on a besoin toujours de se démarquer peut-être. Et une volonté de travail en commun, vous l'avez cité tout à l'heure, la force du collectif est essentielle. Le breton est taiseux, mais la force du collectif est essentielle à ses yeux. Et pour compléter, si on prend le logo territoire d'industrie avec territoire avec un S, nous, il y a eu, ce qui a pu nous aider, c'est justement de contacter les autres territoires d'industrie qui étaient déjà les précurseurs en 2018, par exemple Lac-Potarbe, etc. Et en fait, il y a eu un premier échange avec les référents et comment cette dynamique, qu'est-ce que ça avait pu apporter et comment ils s'y sont pris. Et pas plus tard que la semaine dernière, c'est le territoire d'industrie de la Martinique qui me contacte, la Corse aussi, c'est marrant, c'est des péninsules aussi, et qui demande justement comment on a fait pour faire un sondage et qui s'y interroge. Donc, c'est ces échanges qui permettent aussi avec d'autres territoires qui ont sûrement les mêmes problématiques, parce que l'industrie, on parle de l'industrie française aussi, donc voilà, de pouvoir échanger sur les thématiques de recrutement, d'attractivité et de voir qu'est-ce qui peut être mis en place pour faciliter. C'est de pouvoir s'apporter les uns les autres et de ne pas recommencer ce qui peut déjà être fait ailleurs et qui marche très bien déjà. Et même on discute aussi, on est petite ville de demain, donc Lamballe-Armor est petite ville de demain et la deuxième ville, Jugon-les-Lacs. Et on fait le lien, là je vois Emmanuel Chavois qui est connecté, mais qui est chargé de mission à Ploërmel et qui est du territoire d'industrie, donc qui est juste à côté de nous. Et on va sûrement organiser une réunion puisque eux, ils sont cœur de ville. Pontivy, et ils sont à la fois territoire d'industrie. Donc, il y a forcément des choses à mettre en place et peut-être qu'ils ont déjà bien avancé sur ces thématiques. Merci. Peut-être, Madame Boulier, pouvez-vous rebondir sur la question plus particulière des liens entre votre territoire et les autres territoires et régions agroalimentaires posés par un participant? Alors, je veux bien que vous précisiez un tout petit peu la question. Je crains de ne pas bien la comprendre. Alors, la question qui est posée, c'est quel lien avec les voisins et autres régions dans l'agroalimentaire et la formation? Je pense qu'il faisait lien aussi avec le campus des métiers de l'agroalimentaire qui existe en Bretagne. Et du coup, les liens qu'il peut y avoir, il me semble que la Coperle avait été un peu à l'initiative au départ de ce campus qui
et un lien entre un lycée et de pouvoir mobiliser des formations sur l'agroalimentaire. Alors, non, la COPER n'a pas été à l'initiative, elle a été sollicitée, elle a répondu favorablement à cette sollicitation pour les raisons dont j'ai déjà parlé autour de l'importance qu'on accorde à la formation, tout simplement parce que, et je pense que c'est aussi l'objet de Territoires d'Industrie, malheureusement, on ne trouve plus sur certains métiers de l'industrie de jeunes qui sortent des écoles, voire on ne trouve plus d'écoles. Il y a des formations qui sont en train de disparaître en France. Donc voilà sur cette question. Alors après, le lien avec les autres territoires, COPER, alors COPER c'est un acronyme, hein. On a tendance des fois à le prononcer un peu à l'anglaise, Cooper, mais c'est pas du tout ça, c'est Coopérative des éleveurs de la région de Lamballe, donc c'est très franco-français. On a un attachement très particulier à notre territoire par nos adhérents qui sont des agriculteurs. On est vissé dans la terre et par notre statut juridique, on a des reconnaissances géographiques. Donc, on est très ancré dans nos territoires. Ça, c'est vraiment notre histoire, nos racines. Et pour autant, la coopérative, en se développant, on a aujourd'hui 27 sites industriels hein, sur l'ensemble du territoire français. Alors, on reste quand même assez positionné à l'ouest, hein, ouest-sud-ouest sur nos dernières acquisitions, mais également à l'étranger. On s'attache en fait à participer, ça fait partie de nos engagements aussi, à participer au développement de nos territoires. Alors, beaucoup par l'emploi, c'est quand même notre cœur de savoir-faire. Voilà, on va essayer peut-être de s'ouvrir un petit peu plus. Les territoires d'industrie peut nous y aider à partager peut-être un peu de nos savoir-faire, de nos compétences. Et j'espère que Territoire d'Industrie, le Lab Innovation à Lamballe, où je sais que j'ai manqué certaines réunions, mais c'est toujours difficile de se couper en 2, en 3 ou en 4, pourra y participer. C'est une des volontés, en tout cas, de la coopérative. Merci beaucoup. Monsieur Le Tacon, précédemment, a parlé du numérique. J'aimerais revenir sur cette question de la place du numérique sur le territoire et poser la question donc, soit à monsieur Le Tacon, soit à monsieur Nicolas aussi. Comment, à votre avis, le numérique peut-il aider les entreprises de votre territoire ? Je vais commencer, je laisserai la parole à Olivier juste après. On a parlé de mobilité avant de commencer sur le numérique. On a parlé de mobilité avec la ligne à grande vitesse. Le numérique s'est également accéléré. C'est un des futurs enjeux du territoire. Je citais tout à l'heure le déploiement de la fibre optique, qui est un sujet du quotidien pour les différentes communes de notre territoire. Sous l'égide de la région Bretagne, on a un déploiement du numérique à horizon 2026 sur l'ensemble de la région. C'est déjà avec différentes phases. La première phase avait permis à Lamballe d'être entièrement connecté. Le numérique dans les métiers, enjeu général, on ne sommes pas un territoire de développement numérique comme peut l'être un territoire voisin en neutre, la Lyon, Trégor Communauté, avec sa spécificité. On est un territoire où les entreprises se sont adaptées au numérique. Très tôt, Émilie rappelait nos politiques emploi. On a chaque année un forum entreprise, territoire et métier. On ne sait pas faire de forum emploi, on fait un forum des métiers pour montrer la diversité de nos métiers. Depuis l'origine d'ailleurs avec le groupe Cooper l'Arc Atlantique, en montrant les besoins du territoire, en montrant que les industries agroalimentaires ont besoin, comme d'autres, qui Olivier pourra préciser après, ont besoin de ces compétences locales. On est là, nous, le territoire, pour créer, comme je le disais tout à l'heure, les conditions du développement. Ensuite, ce développement se déploie dans les entreprises avec le numérique. On va voir avec la GPECT l'enjeu de demain. On ne le maîtrise pas forcément. On a parlé tout à l'heure de sécurité informatique. Ce sont des sujets qui s'additionnent, se multiplient ces derniers temps.
sur lequel on essaie de donner une petite part aussi de notre activité quotidienne. Alors là, on parle moins d'industrie, mais sur un volet économique, en soutien au commerce local, on a initié le développement d'une plateforme de e-commerce pour les commerçants avec Ma Vie Mon Shopping, .com, qui a déployé maintenant depuis un petit mois avec une cinquantaine de commerçants. Je vais laisser la parole aux industriels qui pourront mieux parler du numérique dans leur métier. Je ne sais pas qui veut commencer. Juste pour, alors je ne suis pas industriel, je vais parler pour les entreprises du 17, le Lab d'innovation. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais en l'occurrence, le premier atelier qu'on organise et qui a lieu la semaine prochaine, c'est sur l'industrie 4.0. Et forcément, derrière l'industrie 4.0, il y a du numérique. Et l'idée, c'est je ne sais pas si c'est une coïncidence, ça fait beaucoup de coïncidences. L'atelier, il sera organisé chez CIP. Et l'idée, c'est de montrer concrètement, de pousser les portes de l'entreprise et de ne pas parler de l'entreprise CIP dans sa globalité, mais d'aller justement chercher ce point de détail de l'entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce que concrètement l'entreprise CIP, comment elle a évolué déjà dans ses façons de travailler. Quelle est notre réponse concrète à des solutions on va dire, efficaces qui marchent sur les usines plus modernes de demain, qui sont en train de se préparer, mais qu'on réalise déjà des solutions. La connexion du numérique était importante et ça a permis forcément à Lamballe de se développer, Lamballe Terre et Mer et les entreprises autour de se développer, puisque ça fait plus de 5 ans que nous, on est connectés sur la fibre. Et le fait qu'aujourd'hui, on appartienne à un groupe qui est sur la région rennaise, c'était essentiel aussi de pouvoir avoir un serveur déporté, d'avoir des nombreux échanges au niveau du fonctionnement quotidien de l'entreprise. Et même aujourd'hui, avec ce webinaire, on voit quand même qu'on est dans des très bonnes connexions, des bonnes conditions de communication. Et ça, je pense qu'on est sur un territoire qui a toujours été en avance sur les besoins des entreprises. Donc, on est satisfait de l'offre à ce niveau-là. Et pour rebondir aussi sur la partie échange avec les autres territoires, c'est important justement d'avoir cette offre numérique-là qui facilite la communication. Mais au-delà de ça, on a la chance d'avoir une gare TGV qui est tout récemment rénovée, qui facilite aussi les accès aux autres grandes villes qui sont sur la ligne. On a une 4 voies qui traverse le territoire, qui facilite la communication pour ce qui est des véhicules. Et ça donne forcément des facilités pour rayonner ailleurs que sur uniquement notre territoire. Et CIP, par son métier, travaille sur on va dire le Grand Ouest, Normandie, même on va jusque le centre France et puis les Deux-Sèvres, et puis évidemment sur toute la Bretagne. D'avoir ces moyens de communication autant numérique que physique, c'était très important pour nous. Et ça nous permet d'avoir les échanges avec les autres entreprises et de voir ce qui se passe ailleurs. Et de par le fait aussi d'être dans le groupe Altenov qui est réparti sur 3 grands sites en Bretagne, on se rend compte qu'il y a vraiment un dynamisme à Lamballe aussi, puisque c'est le seul site du groupe qui est labellisé territoire de l'industrie. Bon, sous forme de blague, tout est très juste et c'est vrai qu'on est très très bien servi en numérique. Il n'y a que les galettes saucisses qui passent un petit peu mal par la fibre, quoi. Donc, vivement qu'on puisse les retrouver en Bretagne. On a quand même un des plus grands fabricants de galettes sur le territoire, en France, sur le territoire de Lamballe Terre et Mer. Alors, c'est pour ça que j'en parle, puisqu'on a un des plus grands fabricants de galettes et Copper, les fabricants de saucisses. Voilà. Mais c'est exactement pour ça que je l'ai dit. Ouais. C'était important de le préciser. Et donc, c'est important de rappeler l'importance du numérique pour communiquer avec les autres. Et dans le même temps, la crise liée au coronavirus nous a fait apprendre à télétravailler. Quels sont vos retours d'expérience sur le territoire? Je me tourne notamment vers Monsieur Lecam à propos du télétravail. Alors,
On va dire qu'au tout début, la première vague, on s'est rapidement mis en position de sécurité au niveau de l'entreprise. On avait la chance d'avoir beaucoup de nouveaux projets qui venaient d'arriver avec beaucoup d'études. Donc, le bureau d'études peut travailler à distance. Le numérique étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, opérationnel et efficace, on a pu passer rapidement en télétravail. Donc, je dirais que j'étais personnellement rassuré et on a fait très peu appel au chômage partiel dans nos équipes, sauf ceux qui malheureusement étaient sur le terrain. Là, on ne pouvait pas télétravailler les opérations de terrain. On a eu une majorité de salariés qui ont continué l'activité, sauf qu'il faut être conscient que ce n'était pas quelque chose de naturel chez nous, ni d'opérationnel, on peut le dire. Le coaching à distance, ce n'était pas du tout une chose sur laquelle on avait travaillé. Le management de projet sans le présentiel, sans l'échange quotidien, ça a été très compliqué de regrouper les informations à la fin du premier confinement. Et on a eu pas de manque de travail, mais très mauvaise rentabilité des affaires, puisqu'il a fallu recommencer énormément de choses qui s'étaient faites chacun de son côté. Quand on a voulu rassembler le puzzle, les pièces, elles ne collaient pas bien ensemble. Donc, ça nous a coûté quand même assez cher. Ce sera une mauvaise année et de mauvais souvenirs à ce niveau-là. Mais ça nous a obligés aussi à nous réorganiser, à travailler plus sur le management de projet. Et ça nous a obligés à mettre de nouvelles méthodes de travail qui, j'en suis convaincu, nous mettent plus fort pour continuer dès aujourd'hui. On ressent l'efficacité de ce côté-là. Mais on a beaucoup souffert par cette distance. Et même socialement, chez nos salariés, il y a quand même énormément on ressent beaucoup de problèmes psychologiques et de perturbations dans les sentiments, dans la sensation au travail. Tout le monde se pose beaucoup de questions. Et c'est important qu'on puisse en parler aussi. Et on se rend compte que c'est vrai chez nos collègues, mais ça rassure de savoir qu'on a un endroit, par les échanges qu'on a, on a l'occasion d'en parler avec nos collègues d'entreprise. Et je suis sûr que les adhérents dans le lab vont vite arriver parce que tout le monde a besoin de se retrouver, besoin de contact. Donc, on sait que c'est encore des périodes très propices à développer ce genre d'association d'entreprise et d'échanges. Je voudrais compléter, si vous le permettez, sur un autre registre, puisque vous m'avez interrogé tout à l'heure sur la transition écologique. Pour rebondir avec le télétravail, on s'est amusé avec l'équipe responsabilité environnementale de Coperl à mesurer l'impact en fait de la visioconférence par rapport à nos déplacements. Donc vous l'avez compris, on a 27 sites industriels en France, on a des équipes à l'étranger, on avait l'habitude de se déplacer beaucoup, de prendre l'avion. Et tout s'est arrêté, et pour autant on a réussi à maintenir, alors bon an mal an, hein, on a aussi appris à nos dépens comme le disait Jackie, mais bon an mal an, il y a quand même eu une continuité d'activité. Du coup on a quand même généré au niveau du groupe quelques millions d'économies par l'arrêt des déplacements. Et donc, j'ai demandé à ce que le bilan carbone en fait, des visioconférences puisse être fait parce que j'avais besoin de m'en rendre compte. Et c'est juste un partage d'informations parce que ça peut être intéressant pour toutes les entreprises. Mais en fait, à partir du moment où on fait plus de 300 mètres en voiture, la visioconférence a un impact carbone plus bas. Donc, c'est-à-dire qu'il est intéressant, d'un point de vue empreinte carbone, de continuer, même si elles ont un côté plus frustrant parce qu'il y a moins de contact, mais de poursuivre peut-être en rééquilibrant les choses. On est parti très loin avec le Covid puisque tout est devenu numérique. Donc, je pense que on reviendra peut-être. Nous, on était parti très loin dans l'autre sens. Nos gens se déplaçaient beaucoup. Peut-être que la vérité sera entre les deux. Mais ça nous aura quand même au moins appris ça. C'est qu'en utilisant les outils numériques et leur potentialité, on
a des économies à plusieurs niveaux, donc l'empreinte carbone, le temps, la mise en risque des salariés, la fatigue, etc. Voilà, donc si vous prenez votre voiture, pour faire plus de 300 mètres, il faut penser à la visioconférence quand c'est possible. Voilà. Petite info de partage sur l'empreinte carbone d'une visioconférence. Très intéressant, merci beaucoup. Je vais prendre une dernière question qui concernait les propos de M. Arquette en début de séminaire. Est-ce que les 11 entreprises qui ont participé, on va dire, à l'élaboration des actions du programme Territoire d'industrie sur votre territoire à leur début, avaient-elles l'habitude de travailler ensemble et est-ce qu'elles partagent des caractéristiques communes? Du coup, les 11 que M. Arquette avait cités, c'était les 11 qui souhaitaient connaître un peu plus sur le programme Territoire d'industrie et dont certaines voulaient participer au groupe de travail. De mémoire, on avait des entreprises complètement différentes, même de taille complètement différente. Je pense que là je parle, alors que ça n'a pas forcément été dit dans le sondage, le pourquoi ils ont répondu, mais je pense que l'attachement au territoire était ce point d'ancrage pour s'engager dans le territoire d'industrie, ou au moins s'y intéresser. Merci beaucoup. Avant de conclure, j'aimerais vous demander, je vais demander à chaque intervenant, en un mot, de caractériser votre territoire. Qui commence? C'est un territoire où il fait bon vivre, où on est dans une ambiance conviviale permanente, on n'a pas de problème de bouchons, de circulation. Je pense qu'on a des services aussi et des élus et des personnels dans les services qui restent accessibles et tout très dynamique. Bon, voilà, on est heureux d'y être et on a envie d'y rester, donc c'est pour ça qu'on veut le développer. Monsieur Nicolas? Jackie a tout dit. Non, si j'avais un mot, ça serait dynamique. Dynamique, mais le territoire d'industrie, le lab, c'est deux projets qui sont là pour garder cette dynamique et continuer à ne pas s'endormir sur ses lauriers. Pardon. Madame Boulier? Moi, je le qualifierais de deux mots, la terre et la mer. Donc, tout est dit. C'est vrai. Monsieur Le Tacon? C'est un exercice très difficile. Je ne vais pas réussir à faire en un mot, mais dynamique, humain, avec une nature encore bien protégée et conviviale. Je vais laisser Émilie conclure avec son mot. Du coup, j'avais mis le mot dynamique, Olivier l'a pris, mais je le partage. J'avais mis attractif et attachant. Enfin, voilà, on est attaché à ce territoire et on a envie qu'il perdure et que son côté convivial continue. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants d'avoir participé à ce webinaire et nous avoir fourni des témoignages très riches et très fournis en pratique locale. La Fabrique de l'Industrie et l'Observatoire des territoires d'industrie viennent de sortir justement un livre qui s'appuie sur les témoignages des 8 premiers séminaires que nous avons conduits en territoire et qui relate voilà, l'ensemble des pratiques que nous avons pu observer sur les territoires. C'est disponible sur le site de la Fabrique. Merci beaucoup et très bonne journée à tous. Merci à vous. Au revoir. Merci.